Tiffaine d'être là ce soir. De rien, avec plaisir. Tiffaine est gynécologue à la Maison des Femmes et à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et moi je suis Meryl, donc la fondatrice d'Amaltea. Merci beaucoup aux premiers qui se joignent. On vous dit bonjour de loin. On est là pour parler de la prévention du cancer chez la femme. Donc, les deux cancers majeurs sont le cancer du sang qui touche, c'est un tiers en fait des cancers si je ne me trompe pas. C'est la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Voilà, c'est un sujet très important. Et 3000 cancers du col de l'utérus à peu près par an. Et environ 1000 décès. Ouais. Donc c'est pour ça l'importance de la prévention. D'être là ce soir en fait pour répondre à vos questions. Donc surtout vous n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions, on va y répondre au fur et à mesure. Et on a déjà reçu certaines questions via la box que j'avais mis en stories précédemment. Dernière petite chose, pour rappeler que tout ça c'est lié, en fait hier on a parlé de beauté et d'estime de soi. Vous allez retrouver, on va vous remettre en fait en vidéo aussi sur notre profil l'échange qu'on a eu avec Louise et Clémentine. Une bonne estime de soi, ça permet de prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est la base d'être bien soigné. Ouais, et comme on discutait en off juste avant de commencer, c'est des sujets qui touchent à l'intimité, sur lesquels il y a beaucoup de fausses idées, de choses qu'on peut lire, qui ne sont pas forcément sourcées, on ne sait pas trop certaines choses assez culpabilisantes. Donc déjà l'idée c'est vraiment de poser les questions qui vous viennent à l'esprit sur ces sujets et puis d'essayer d'aborder tous ces sujets de façon bienveillante, d'une façon qui est acceptable pour vous, etc. Ouais, donc surtout aucune gêne, aucune question n'est stupide ou je sais pas comment dire. En tout cas, toute question est bonne et donc il faut vraiment se sentir à l'aise. Je suis là pour ça. Différentes questions. Alors, le premier sujet qu'on va parler, donc, ça va être surtout qu'on est en octobre, donc c'est le mois du cancer du sein. En tout cas, on y a une campagne qui est nationale qui est là-dessus. Parce que c'est, comme tu disais, la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Donc voilà, à quel point c'est important. Du cancer du sein, donc, comment est-ce qu'on peut le prévenir? Comment tu fais? Alors, le cancer du sein, déjà on dit le cancer du sein, mais en fait il n'y a pas un cancer du sein, donc plus la médecine évolue, plus la science évolue, plus on se rend compte qu'en fait il y a plein de cartes d'identité possibles du cancer du sein et que chacun de ces sous-types de cancer va avoir des facteurs de risque différents, des modalités de prise en charge différentes. Il y en a qui vont pouvoir avoir des formes familiales, d'autres ça va être moins prononcé, etc. En tout cas, de manière générale, à part mettre en place des programmes de dépistage, des programmes de prévention, on n'a pas de traitement préventif du cancer du sein. On n'a pas un médicament qu'on peut prendre qui empêche la survie du cancer du sein, des choses comme ça. Ce qui n'est pas le cas en fait pour tous les cancers. On va le voir. Et voilà, on y reviendra en deuxième partie de talk. Donc, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ce qui a une valeur pronostique fondamentale en cas de cancer du sein, ça va être la précocité du dépistage. À quel stade on va se rendre compte que le cancer est là, et puis du coup comment on va pouvoir le traiter. Le principe du cancer, de la maladie cancéreuse, c'est que c'est initialement une prolifération de cellules tumorales qui va être locale, et puis qu'en fonction de tout un tas de facteurs que je développerai pas là, ces cellules peuvent se répandre, donc ou dans le système lymphatique avec les ganglions, ou dans des organes à distance. C'est ce qu'on appelle les métastases. Ouais. Le plus tôt on se rend compte que la maladie est là, le plus tôt on va pouvoir la prendre en charge et avec un traitement moins invasif, plus léger entre beaucoup de guillemets. Ouais. Le cancer du sein bénéficie d'un programme de dépistage national. Donc ça c'est quelque chose qui est mis en place depuis très nombreuses années, exactement. En fait, l'idée c'est que la population est répartie en groupes. On considère que la femme, pareil, je veux dire lambda, entre guillemets, qui n'a pas de facteur de risque particulier. Donc attends, on va juste revenir quels sont les facteurs de risque. Alors, les facteurs de risque, il y a tout ce qui est l'histoire familiale. D'accord. Première question, il faut vous regarder vos antécédents familiaux, c'est ça? Donc, mère, grand-mère. Alors, c'est ce qu'on appelle au premier degré, la famille au premier degré. Et il y a aussi les hommes, on oublie trop souvent les hommes. Mais les hommes peuvent être touchés par le cancer du sein. Et du coup, c'est pour le coup vraiment un élément qui est très important parce que c'est un sur-risque assez important quand on a un homme de la famille au premier degré. Le premier degré, ça va être tes parents. Ouais, les parents, les frères et sœurs, les enfants. Ok. Voilà. Et après, on n'est pas borné, c'est-à-dire que si tes parents, tes frères, tes sœurs, tout va bien, mais que tu me dis que ta grand-mère a eu un cancer du sein à 25 ans,
que les 3 sœurs de ta grand-mère ont eu un cancer du sein à 25 ans, on va quand même prendre ça en compte. Voilà. Et on va quand même essayer d'aller un petit peu plus loin à ce niveau-là. Ok, donc ça c'est le premier facteur à risque. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a beaucoup d'autres. Il y a tout ce qui est les lésions en elles-mêmes du sein. C'est-à-dire que si tu as déjà eu des lésions au niveau du sein, tu es plus à risque d'en redévelopper. Ces lésions, ça peut être des lésions qui malheureusement sont déjà cancéreuses, mais aussi des lésions qu'on appelle précancéreuses. Donc des modifications au niveau de la glande mammaire qui peuvent être plus à risque d'évoluer vers un cancer que d'autres. Ça arrive comment? Tout le monde est inégal, on ne sait pas. Alors en tout cas, moi je ne connais pas les facteurs de risque précis de développement de chacune de ces formes, de chacun de ces sous-types. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que le dépistage de ces sous-types, de ces formes, globalement, c'est la même chose que les formes qui sont déjà cancéreuses. Donc la palpation, l'examen clinique et puis les examens radiologiques. Donc super nouvelle, parce que ça reste simple. Exactement. En tout cas, on peut s'en rendre compte, on fait les prélèvements nécessaires, on caractérise bien les choses et en fonction de ce qu'on trouve sur ces lésions à risque, on met en place une surveillance qui va être clinique, par imagerie, plus ou moins rapprochée, plus ou moins jeune, etc. On peut même... Il y a une question qui va arriver là-dessus après. Et on peut du coup procéder à un traitement de ces lésions précancéreuses, généralement tout simplement en les enlevant. D'accord, donc ça c'est le deuxième facteur à risque. Est-ce qu'il y en a un troisième? Alors après, il y a, pareil, on en parlait avant, il y a beaucoup de choses, la pilule, le port du soutien-gorge, etc. La liste est très longue. En médecine, on a l'habitude de travailler sur des données scientifiques, des données d'études scientifiques qui peuvent être des expériences ou des études qu'on appelle épidémiologiques, où en fait on regarde sur des grandes cohortes de femmes. Ces grandes études un petit peu historiques montrent des surrisques qui sont en tout cas vraiment très faibles. Ça c'est valable pour la pilule notamment. Il y a tout un tas de facteurs qui sont à évaluer avant d'instaurer une pilule, mais chez une patiente qui n'a pas d'antécédents particuliers, qui est en bonne santé, etc., le fait de prendre une pilule à visée contraceptive, ça ne doit pas être quelque chose qui doit être source d'une anxiété majeure, etc., dans le cadre de la prévention ou de la survenue du cancer du sein. Voilà, c'est vraiment un sujet avec lequel il faut être à l'aise et tranquille en tout cas. Donc pour résumer, en fait, si vous êtes sous pilule ou si vous avez envie de la prendre, il faut en parler tranquillement à sa gynécologue. Ou son médecin traitant ou sa sage-femme. Voilà, mais pas de stress. Exactement. Concrètement, pas de stress. C'est important de le dire. Ouais, très important. Donc finalement, facteur de risque, il y en a deux importants et ça va être les deux les plus importants, c'est ça? Ouais. Ok, donc facteur de risque. Donc t'es à risque. Est-ce qu'il y a un âge aussi? Alors, parce que moi j'ai eu un peu le choc. J'ai passé 30 ans. Et tu t'es dit. Non, mais je me suis rien dit. Ah, ouf. Non, je l'ai vu très bien. Qu'est-ce qui nous tombe dessus à 30 ans? Non, mais alors, vraiment, je l'ai vu très bien. Jusqu'à ce que, donc à 33, je crois, 32, je vais voir ma gynéco, je vais la voir régulièrement. Ça, c'est aussi important de dire à quel point il faut y aller à peu près voir une gynéco tous les ans, à peu près, c'est ça? Voilà, on dit que de toute façon, de faire un petit check-up annuel, c'est quelque chose qui est toujours bien, à la fois pour cet examen-là, mais aussi pour pouvoir discuter de tout un tas d'autres choses. Voilà. Et les recommandations, en gros, c'est de faire un examen clinique annuel au niveau des seins à partir de 25 ans. Donc pour les seins, à partir de 25 ans. Alors ça, c'est les recommandations officielles. Voilà, ça, c'est intéressant. Bon, si t'es hyper stressé, que t'as 23 ans, on peut t'examiner. Si t'es pas allé chez ta gynéco entre tes 25 et tes 27 ans, c'est pas grave. Il faut en tout cas pas que ce soit une raison de plus pour ne pas y retourner parce que t'as peur de te faire... voilà. Encore une fois, si tout va bien, c'est bien de pouvoir se faire examiner une fois par an. Si tu es en voyage à l'étranger, si ta vie elle est compliquée en ce moment, etc., c'est pas non plus quelque chose qui doit être une source d'angoisse majeure. Ouais, donc, oui, parce que finalement, le stress, ça aussi, c'est un facteur à risque. En fait, plus vous êtes stressé, plus vous allez malheureusement avoir des risques de développer des cancers. Donc, je te raconte ma vie en fait. 32, j'ai eu 30 ans, j'ai des gars qui me disent ah non, là il faut absolument faire une échographie mammaire, facteur à risque, donc il faut que tu y ailles, là t'as passé 30 ans. Donc voilà, donc la question en fait que j'ai, c'est est-ce qu'il y a un âge où en fait tu augmentes tes risques ou pas? Donc je sais qu'il y a aussi une campagne passée, je crois, 50 ans, où là pour le coup, parce que aussi on a beaucoup de nos clientes qui ont plus de 50 ans, donc c'est important d'en parler.
donc en dessous de 50 ans ou plus de 50 ans, il y a un traitement un peu différent. Où au final, en fait, quoi qu'il se passe, tous les ans, il faut que tu ailles idéalement aller chez le gynéco. Ou le médecin traitant ou la sage-femme. Oui. Merci. Alors ça j'insiste, mais parce qu'en fait, important de pour, pas... je sais pas où vivent les gens qui oui, c'est pas forcément facile. C'est pas forcément évident et les médecins traitants sont capables d'examiner, de faire un examen sénologique. Certains ont passé des diplômes universitaires supplémentaires et sont vraiment tout à fait formés à la gynécologie. Et les sages-femmes sont tout à fait en capacité, bien évidemment, aussi de faire cet examen. Pourquoi j'insiste lourdement là-dessus, c'est qu'en fait, les délais de prise de rendez-vous, le prix de la consultation chez les gynécologues, ça peut être un frein. Et du coup, c'est vraiment hyper important d'avoir en tête que toute cette prise en charge-là, elle peut être faite par des praticiens qui peut-être sont un petit peu plus accessibles en termes de délai de rendez-vous ou en termes de prix en fonction de là où vous vivez. Voilà. C'est un message important. Non, super important. Donc surtout, il y a ces 3 interlocuteurs. Et donc, il faut y aller à peu près tous les ans, à passer 25 ans. Voilà, c'est les recommandations officielles, c'est de préconiser un examen clinique annuel. Le but de cet examen clinique, ça va être de faire une inspection, de regarder est-ce qu'il y a des anomalies au niveau de la peau, une rougeur, une chaleur, un endroit où la peau est un petit peu rétractée, est-ce que le mamelon est un petit peu rétracté, des choses comme ça. Et ensuite, le praticien va pratiquer une palpation. Donc ça se fait sein par sein, cadran par cadran. C'est un examen qui prend un certain temps. Alors, est-ce que c'est douloureux? Parce que parfois, il y a cette peur-là. Alors, c'est pas du tout censé être douloureux. Certaines lésions peuvent être douloureuses. Et donc, justement, le but du dépistage, c'est de se rendre compte qu'elles sont là. Voilà, si vous sentez une douleur au niveau du sein, il faut bien sûr aller consulter sans attendre l'échéance au niveau d'un an. Non, normalement, l'examen est censé être au pire désagréable. Mais c'est pas censé être quelque chose qui provoque une douleur importante, ça c'est sûr. Et donc à ce moment-là, on va regarder puis palper au niveau des seins et on va aussi regarder les aires ganglionnaires, donc axillaires, c'est-à-dire concrètement les aisselles, et ce qu'on appelle susclaviculaire, donc c'est ici. Et donc le praticien va palper, regarder s'il trouve ce qu'on appelle une adénopathie, un ganglion, qui peut être le témoin, un petit peu la sentinelle de quelque chose qui se développerait au niveau du sein. D'accord, ok. Donc ça, tous les ans, à partir de 25 ans. Trop bien. C'est quelque chose qui n'est pas forcément connu du grand public, etc. Encore une fois, si vous voulez avant, c'est tout à fait possible. Si vous ratez d'un mois, c'est pas à la fin du monde. Voilà. Et ensuite, le dépistage donc par imagerie, il est mis en place de façon assez systématisée, nationale, dans ce qu'on appelle la population à risque moyen. En fait, ils ont appelé ça un risque moyen. Risque moyen, c'est la personne qui n'a pas de facteur de risque particulier. Ok. Risque moyen. Là, le dépistage, c'est à partir de 50 ans. D'accord. Donc, c'est une mammographie à partir de 50 ans, tous les 2 ans, jusqu'à 74 ans. D'accord. Donc, une mammographie, c'est une radio des seins. C'est une radio des seins, concrètement. Voilà. Une mammographie, c'est une radio des seins. Alors, ça, par contre, il faut bien évidemment pas que ce soit un frein au dépistage. C'est pas le meilleur moment de la journée, en fonction de la taille du sein, de la sensibilité, etc. Parce que concrètement, cette mammographie, elle est ce qu'on appelle double incidence. De façon très concrète, il y a une incidence de profil, une incidence de face, le sein est écrasé entre 2 plaques. Le but, ce n'est pas du sadisme, c'est d'étaler en fait la glande mammaire pour que donc, les rayons qui arrivent par-dessus sur le côté et traversent la surface la plus fine possible pour que l'analyse soit la plus fine et la plus précise possible. Bon, c'est pas le meilleur moment de la journée, c'est une fois tous les 2 ans et c'est vraiment très 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 important. Donc même si c'est un petit peu désagréable, voilà, c'est quelque chose qui est fondamental. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à tout moment, on va les répondre ensuite. Je t'écoute. Ensuite, cet examen, il est lu, ce qu'on appelle une double lecture, donc il est relu 2 fois pour qu'on soit sûr que tout le monde est d'accord. Et il y a une classification qui a été proposée par le Collège des radiologues d'Amérique, qui globalement nous dit tout est normal. Il y a un truc qu'on voit mais qui n'est vraiment pas du tout inquiétant. Il y a un truc qu'on voit qui ne nous inquiète pas plus que ça, mais on va peut-être quand même regarder dans 3 à 6 mois qu'est-ce qui se passe, histoire d'être bien sûr que ça n'ait pas évolué, etc. Il y a un truc qu'on voit qu'on trouve pas tout à fait, voilà, donc on va avoir besoin d'aller faire un prélèvement pour pouvoir analyser les cellules. Et l'étape, malheureusement, la plus embêtante, c'est il y a un truc qu'on voit et on n'a pas beaucoup de doutes sur le fait que ce truc-là, il est probablement malin. D'accord. Donc là, l'étape est bien sûr d'aller faire un prélèvement. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est pour la population à risque moyenne. Beaucoup, je ne sais pas vous comment ça se passe pour vous, de praticiens, notamment en ville, proposent ce dépistage à partir de 40 ans.
Alors, on trouvera toujours quelqu'un qui nous dira, moi je l'ai fait à 40 ans et on m'a trouvé quelque chose. Enfin, oui, bien sûr, mais voilà. pas, Ce qui est important de comprendre, c'est que ces programmes de dépistage, en fait, ils sont créés à l'échelle nationale. Oui. Et donc, il y a une étude médico-économique qui est faite. C'est une certitude. Bien sûr que si on faisait des mammographies à tout le monde de 10 ans à 90 ans tous les 6 mois, on trouverait plus de choses. Ouais. La question c'est qu'est-ce qu'on trouve, et puis la question c'est de se dire est-ce que ce qu'on a trouvé, le fait de l'avoir trouvé là, finalement ça améliore la santé des femmes. Et donc tout ça, ça a été calculé, intégré, etc. Et pour l'instant, la conclusion, c'est 50 à 74 ans, tous les 2 ans. D'accord, mais quoi qu'il se passe, à partir de 25 ans, palpation annuelle. Voilà, donc en fait, et donc la personne à qui tu vas voir, on rappelle, sage-femme, médecin généraliste, et gynéco. Enfin, même le gynéco, qui parfois est disponible. Et donc là, en fait, ces personnes-là, elles seront quand même capables de dire si tu as besoin d'aller faire cet examen plus tôt ou pas. Exactement. Donc, pas de stress. Pas de stress. Au final. Chez les femmes jeunes, quand on palpe quelque chose, qu'il n'y a pas d'antécédent, etc., on va plutôt avoir tendance à orienter pour une échographie mammaire, parce que le sein de la femme jeune peut potentiellement être un petit peu plus dense. Du coup, la lecture de la mammographie plus difficile. D'accord. Les gens c'est pour ça qu'on oriente vers l'échographie au lieu d'une mammographie. Exactement. Sachant que les radiologues sont normalement parfaitement formés. Si le radiologue, au moment où il fait l'échographie, estime que compléter par une mammographie, ça va lui permettre, lui, de rendre un résultat plus cohérent, satisfaisant, il va être autonome sur le fait de passer à l'étape d'après. Il ne faut pas retourner chez la gynéco pour qu'elle prescrive la mammographie, etc. Donc ça peut être fait en fait à la suite. Exactement. Ok. Alors, je vais voir s'il y a des questions. Si c'est avant qu'on passe aux questions, parce que je sais qu'on avait des questions par rapport au cancer du sein et à la prévention. Est-ce que tu avais un point à rajouter avant ou pas? Alors c'est un sujet qui est très vaste, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Moi, quelque chose qui me tient vraiment à cœur et dont on parlait un petit peu en off, c'est que c'est des sujets qui peuvent être très anxiogènes. On entend vraiment énormément de choses, on lit énormément de choses, donc il ne faut pas rester, si vous avez des inquiétudes, si vous avez des angoisses, il ne faut pas rester avec en fait. Il faut très facilement en parler à votre généraliste, à votre gynécologue, à votre sage-femme. Voilà, pour qu'on voit à partir de là, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce que c'est une angoisse qui est fondée, est-ce que c'est quelque chose qui est un petit peu irrationnel, et puis comment on peut travailler là-dessus et du coup optimiser la prise en charge globale, quoi. Ouais. Ok, alors première question, parce que je sais que c'est... Et après je vais dire une question. Ça c'est une question qui est revenue, on m'a posé la question plusieurs fois à l'oral. C'est est-ce que moi je peux moi-même me faire en fait un auto-examen pour vérifier si régulièrement rien ne se développe, est-ce qu'il y a un nodule que je commence à sentir ou pas, est-ce que c'est quelque chose de pertinent, si c'est pertinent comment le faire, et si j'aime pas trop ça m'angoisse, est-ce que je me prends un risque de fait de ne pas faire cet exercice? Alors, c'est ce qu'on appelle l'autopalpation mammaire. C'est un sujet, je pense que depuis tous les âges, certaines femmes font en fait une autopalpation sans que ce soit forcément étiqueté comme tel, identifié comme tel. C'est pas le sujet le plus étudié de la littérature scientifique sur le cancer du sein, mais en l'état actuel des connaissances scientifiques, il n'y a pas de recommandations officielles qui disent oui, à partir de tel âge, il faut faire une autopalpation comme ça, tous les temps de temps, parce que sinon, c'est la catastrophe. Voilà. Donc ça n'existe pas. Donc vraiment, je pense que chaque praticien peut avoir un discours qui lui semble juste par rapport à ça. Moi, le mien, qui n'engage que moi, c'est de dire en fait, il faut faire ce avec quoi vous êtes à l'aise. Donc si vous, le cancer du sein, c'est un truc qui vous angoisse comme pas possible, que vous avez l'impression que de voir votre gynéco tous les ans, c'est hyper long et qu'il peut se placer plein de trucs entre là, oui, ça peut être pertinent tous les mois, tous les 2 mois, de s'accorder un temps pour faire cet examen, pour vous rassurer, pour vous rendre compte que vous palpez rien de particulier, que tout va bien, ou que si jamais vous palpez quelque chose, vous allez voir votre médecin ou votre sage-femme et à ce moment-là, on fait les examens. Dans l'autre sens, comme tu disais, si c'est un truc que voilà, vous n'êtes pas à l'aise, votre truc, ça vous plaît pas, ça vous fait peur, ça vous angoisse, que vous sentez des trucs, vous savez pas comment faire, ne le faites pas. Voilà, ne le faites pas. Allez voir votre praticien 1 fois par an et ça va très bien se passer comme ça. Donc voilà, il faut vous-même un peu vous demander comment vous vous sentez par rapport à ça et faire ce qui vous convient, ce qui vous semble adapté. Ok, et donc comment s'y prendre? Parce qu'il y a des techniques de référence, mais tout comme finalement, même en tant que médecin, il n'y a pas une technique de référence. Vous non plus. Alors, il y a plusieurs choses à faire, mais tu vois, il y a des médecins qui vont préférer faire plutôt comme ci, d'autres plutôt comme ça. Tu l'as juste un peu...
à ta pratique, en respectant Oui, j'imagine. bien sûr un certain cadre. Donc ce que je trouve plutôt pertinent, plutôt intéressant, c'est de faire un premier temps debout, et ce qui est pas mal, si c'est ok pour vous, c'est de le faire devant un miroir. D'accord. Pour regarder, parce qu'en fonction du volume mammaire, de la morphologie qu'on a, finalement se regarder les seins, ça nécessite un miroir. Ouais, donc voilà, de prendre un petit temps pour regarder, est-ce que il y a des rétractions, des rougeurs, des bouchures, des choses comme ça. Et ensuite la palpation, elle se fait sein par sein, et ce qu'on appelle cadran par cadran. Donc l'idée c'est de diviser le sein en 4 cadrans, de faire un premier temps d'une palpation qu'on appelle superficielle. Donc on peut faire des petits mouvements circulaires comme ça, donc cadran par cadran, voir est-ce qu'on palpe quelque chose, est-ce qu'il y a une douleur, est-ce qu'il y a une boule. Et ensuite de refaire un temps sur une palpation qui va être plus profonde. On appuie un petit peu plus fort. Donc en fonction de sa morphologie, etc., on peut plus ou moins aller sentir les côtes. C'est ça les trucs durs qu'on sent, pas d'inquiétude, en dessous, et voir comment les choses se passent. Et ensuite, on peut faire la même chose sur un deuxième temps qu'on va faire plutôt allongé. Parce qu'en fait, ça redistribue le volume de la glande, tout simplement. Et donc, on peut palper des choses, sentir des choses qu'on n'avait pas forcément senties en position debout. Et donc, c'est exactement le même geste que tu vas faire. Cadran par cadran, palpation superficielle. Debout, allongé. Voilà, exactement. Ok, donc première étape devant le miroir. Vous regardez en fait. C'est ok. Ouais, toujours dans le cadre. Vous ne vous sentez pas obligé. Exactement. Ça que j'ai l'impression que tu veux. Message clé. Et ouais, c'est super important, surtout chez nous à Amaltea. Pour nous, ce qu'on veut véhiculer, c'est la bienveillance. En fait, on fait stop pas du tout pour créer des peurs, des angoisses, mais justement en fait l'inverse, pour relativiser, parce que c'est toi qui es l'experte sur ces sujets, et de donner l'opportunité de se poser les questions, et tout ça en bienveillance. Donc, pour résumer, si vous êtes à l'aise, si vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas grave, il y a votre professionnel qui le fera, et quoi qu'il se passe, il est censé le faire tous les ans. Voilà. Mais du coup, il faut aller le voir. Parce que si vous n'allez pas le voir, ça marche pas. Il le fera pas. Voilà, c'est ça Et surtout, votre médecin généraliste, vous pouvez lui poser la question de le faire cet examen. Exactement. Si vous avez un doute, une angoisse, au bout de 2-3 mois, je sais pas pourquoi vous avez. Exactement. Surtout de ne pas hésiter parce qu'ils sont formés, en tout cas ils peuvent le faire. Ouais, alors après le médecin généraliste, parfois c'est le médecin de famille qu'on a connu, depuis qu'on a 5 ans et demi, c'est un vieux monsieur barbu et personne n'est à l'aise dans l'histoire. Bon, si vous lui demandez, bien sûr, il est censé le faire, il peut surtout vous adresser à un professionnel. Et puis vraiment, encore une fois, les sages-femmes qui font des consultations de gynécologie en ville, moi je trouve que ça peut, si on n'est pas à l'aise avec son médecin traitant pour ce sujet-là, être vraiment un super relais de quelqu'un qui va avoir le temps, Et le prix, c'est différent. Non, mais c'est vrai, c'est aussi important parce que c'est ce que tu disais, parfois il y a un frein par rapport au tarif de gynécologue. Et si vous avez juste ce doute-là, et elle pourra aussi répondre à vos questions parce qu'elle est formée en fait pour répondre à vos questions. Donc c'est vrai que ça peut être aussi un moment agréable. Exactement. Pour en profiter pour poser des questions. Et après, votre médecin généraliste, si vous êtes à l'aise, bien évidemment, vous pouvez. Il n'y a pas de vieux médecin généraliste barbu qui nous écoute. Voilà, encore une fois, il faut être à l'aise, il faut utiliser les différentes ressources qu'on a pour trouver la meilleure façon de faire ce dépistage. Ouais, donc on résume. Devant le miroir, on regarde s'il y a une différence et s'ils ont changé ou pas. Palpation, je vais y arriver, j'ai trop du mal à palpation. Donc encadrant, comme si vous avez votre sein divisé par 4 et vous tournez, et vous faites un par un et vous tournez. Debout, allongé. Et c'est ça en fait, donc c'est plutôt simple. Voilà, après pour celles qui le souhaitent, il y a les fameuses aires ganglionnaires, donc en axillaire et en susclaviculaire. Donc en axillaire, moi la façon dont je le fais, c'est en mettant la main derrière la tête, et donc là ça libère, vous voyez, je vous mime face caméra, ça libère ici, et donc l'idée, vous sentez là ce relief-là, et l'idée c'est d'aller vraiment palper à ce niveau-là en descendant, en crochetant bien en dessous, et de descendre jusqu'au au début, au commencement du sein, et de voir est-ce qu'on palpe une boule, est-ce qu'on a une douleur, est-ce qu'on palpe quelque chose. Alors on a tous des ganglions à ce niveau-là. Chez les patients qui sont très minces, on sent ses propres ganglions. Quand ils font moins d'un centimètre, que ça bouge tout seul, que c'est vraiment tout petit, que ça vous fait pas mal ou quoi, c'est normal. Pas d'inquiétude. Voilà, et en claviculaire, c'est très simple, c'est ceux qui sont là. Généralement, on ne palpe absolument rien à cet endroit-là et c'est complètement normal. D'accord, ok. Merci pour toutes ces explications. Alors, je vais passer aux questions qu'on a reçues en story sur ce sujet-là. Alors, quand doit-on faire sa première mammo ? Ça dépend. Voilà, donc ça, on a plutôt répondu. 50 ans pour tout le monde, en fonction de la classe, le niveau de risque est déterminé par votre praticien.
praticien, on peut avoir besoin de commencer avant, de les faire plus ou moins régulièrement, de compléter plus ou moins par des échographies, des IRM, etc. Et donc ce rythme de surveillance, il est déterminé par votre praticien. Ok. Quel risque? Ah oui, est-ce qu'il y a des risques si on le fait trop souvent? Alors c'est tout l'enjeu du dépistage, hein, comme je te disais brièvement tout à l'heure. Voilà, bien sûr que si moi je me fais une mammo tous les jours entre mes 10 ans et mes 75 ans, bah, si un jour il m'arrive un truc, je vais le voir plus vite. Le souci de tout ça, c'est que quand on cherche, on trouve. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est pas de trouver à tout prix quelque chose. L'idée, c'est de se dire que le fait d'avoir trouvé ce quelque chose, ça a diminué ce qu'on appelle la mortalité. Donc, mortalité, je pense que tout le monde comprend. Ouais. Est-ce que d'avoir trouvé ce truc-là au moment où on l'a trouvé, ça fait que ta durée de vie, ton espérance de vie est améliorée, voire prolongée. La morbidité, c'est qu'est-ce qu'on va faire en fait. Et le problème de ces examens, c'est que la mammographie, ça peut aussi mettre en évidence plein de choses qu'on ne sait pas trop ce que c'est, donc on va faire un prélèvement, et puis du coup on va avoir besoin de resurveiller, on va refaire un prélèvement, et puis en fait on va se dire ah bah vraiment la meilleure façon d'être sûr que jamais il se passe rien, c'est d'aller enlever la zone, ce qui n'est pas grave du tout si il le faut et ce qui est vraiment indispensable, mais voilà, c'est de se dire que finalement ça va créer un stress, il y a des séquelles esthétiques, il y a quand même plein de choses. Est-ce que ça, au final, ça a aidé à prolonger la vie en bonne santé? Voilà, c'est le risque. Et donc c'est pour ça que les programmes de dépistage sont calibrés comme ça. C'est pour essayer de trouver les choses graves et qui diminuent l'espérance de vie, mais tout en ne trouvant pas tous ces petits trucs que finalement on aurait trouvé plus tard et ça se serait très bien passé de l'avoir trouvé plus tard. Ouais, parce que peut-être aussi, question de développement, alors je sais qu'il y a plusieurs types de cancers, et en fait malheureusement il y a des cancers qui se développent très vite et d'autres qui se développent plus lentement. Voilà. Exactement. Donc, je sais pas, mais typiquement, on peut se dire que dans 1 an, en fait, le temps que le cancer se développe, ce serait quand même pas de chance que ce soit 1 mois après juste avoir vu. Après, il y a des gens qui n'ont pas de chance. Oui, ça, c'est des choses qui arrivent. Moi, ce discours-là, quand je le tiens en patiente, j'essaie vraiment de le tenir de façon, au contraire, déstressante. De se dire, il peut toujours arriver quelque chose. Ouais. Mais tout comme on peut traverser la rue, tout comme, voilà, il peut toujours arriver quelque chose. Et oui, on peut faire un examen normal et qu'un mois après, il y ait quelque chose. Ça arrive parce que tout arrive. Sinon on va devenir complètement hypochondriaque. Exactement. Moi, je trouve que ce truc-là, il faut le prendre dans l'autre sens, et se dire que les programmes de dépistage, ils ont été calibrés pour permettre d'éviter ce qui est évitable. Ouais. Voilà. Et que c'est hyper important de le faire, que c'est fondamental, mais que dans la vie, il y a des choses... on peut mettre toutes les sécurités qu'on veut, on peut mettre toutes les protections, ces choses-là arrivent, et quand elles arrivent, on les prend en charge. Exactement. Ok. Donc ça, c'est la première question. Alors, est-ce qu'on devrait faire tous les 6 mois une échographie mammaire si on est à risque? Alors, tous les 6 mois une échographie mammaire, c'est que vraiment le risque est... Il me semble très voilà. élevé. Donc, normalement, non, on ne fait pas une échographie mammaire tous les 6 mois. Il y a vraiment très peu de cas de figure où on... Peut-être que c'est en suivi au final. Si on a vu quelque chose, on voilà, va faire juste une échographie de exactement. suivi dans 6 mois, mais c'est pas tous les 6 mois. Des mois, voilà. Je dis ça, mais je peux plus le mettre 5 ans. Non, mais c'est t'as bien en fait en gros à risque de quoi, sur quel facteur, et à ce moment-là, comme je l'ai dit, ça déclenche des espèces d'automatismes, et de dire la personne qui est entre guillemets dans cette case-là, la surveillance, c'est ça. Voilà. Mais en tout cas, en population à risque modéré, absolument aucun besoin de faire une échographie tous les 6 mois. Ok. Par contre, c'est important d'aller tous les ans faire ça. Non, mais c'est super important parce que c'est ça qui fait la différence s'il y aura une prise en charge. Parce que si vous loupez 2-3 ans, c'est là où on commence en fait malheureusement à prendre un peu plus de risques. Après, sans se culpabiliser, c'est pas non plus, faut pas partir. Enfin, vraiment, le message c'est que si vous avez loupé 2-3 ans, parce qu'en fait, il y a des patientes, elles loupent 2-3 ans et du coup, elles ne viennent plus jamais parce qu'elles se disent ah, mais j'ai déjà loupé 2-3 ans. Non, voilà, en fait, on s'en fiche, vous venez. Votre médecin ne vous fera pas la morale, on n'est pas là pour. On est là pour dire ok, maintenant vous êtes là, donc ça c'est super, et donc maintenant on va regarder, on va s'assurer qu'il n'y a rien, ou s'il y a quelque chose, faire ce qu'il faut. Parce que finalement le temps il passe vite parfois. Voilà, et que tous les ans c'est quand même vachement souvent. Mais ouais. Alors, après on a des questions. Ah oui, effet du soutien-gorge, on a un peu parlé. Il y a un risque du nodule si mal adapté. Bon, on est sur des choses qui sont assez théoriques. À ma connaissance, je n'ai pas connaissance de sur-risque prouvé scientifiquement de pathologie grave
au niveau du sein liées au port du soutien-gorge. Ok, et à l'inverse, est-ce que porter pas de soutien-gorge, ça amène à une sur-risque Non, pareil. Pour moi, pas à ma connaissance. Après, encore une fois, les connaissances, elles évoluent, etc. Moi, sur ce sujet-là, je pense que vraiment, ce qui est important, c'est d'avoir la pratique qui vous convient. Donc, si vous êtes mieux avec un soutien-gorge, mettez des soutiens-gorge. Et effectivement, mettez des soutiens-gorge adaptés, parce qu'on est toujours mieux avec un soutien-gorge adapté. Voilà, s'il faut que ce soit un soutien-gorge qui fasse une contention très importante parce que c'est vous ce qui vous convient, et tant mieux. Si au contraire, vous préférez quand il n'y a pas d'armature, parce que vous êtes plus à l'aise comme ça, et tant mieux. Enfin voilà, il faut trouver le modèle qui vous convient. Et si vous, le modèle qui vous convient, c'est pas de soutien-gorge, et non, pas de soutien-gorge. En gros, sentez-vous libre de porter ce qui vous fait sentir bien. Voilà. C'est ça ? Exactement. Top. Et en tout cas, le risque théorique de cancer du sein me semble pas être un facteur à prendre en compte. Donc comment vous envisagez le port ou pas le port de soutien-gorge ? Ouais, vraiment zéro stress. Comme vous vous sentez, quoi. Quels sont les ah oui, est-ce qu'il y a facteur de risque pilule, mais ça t'en as parlé. À nuancer en fonction de l'histoire familiale, de l'histoire personnelle, etc. Mais en tout cas, si la contraception qui vous convient, qui est adaptée et que voilà, c'est la pilule, et c'est quelque chose qu'on peut prendre en tout étant par rapport à ce risque-là. En respectant le dépistage, en respectant... Donc si vous avez d'autres questions sur le cancer du sein, vous pouvez les poser maintenant, mais sinon vous pouvez toujours les poser un peu plus tard. On va passer sur le deuxième cancer, qui est le cancer du col de l'utérus. Et alors, donc pareil, alors il y a deux choses en prévention, parce que là, juste un petit teaser, autant cancer du sein, il n'y a pas de médicaments, vaccins à prendre en fait en prévention. Par contre, parce que ça touche quand même 3000 femmes par an, 1000 en meurent, donc c'est quand même important. Il existe quand même un vaccin. Il existe plusieurs vaccins, mais un qui maintenant, parce que la vaccination pour le cancer contre le cancer du col, c'est quelque chose qui a émergé depuis maintenant quelques dizaines d'années, mais c'est pas non plus quelque chose qu'on connaît depuis des siècles et des siècles. Donc au début, il y avait principalement 2 vaccins. Il y en a un que vraiment on n'utilise plus trop, et celui qu'on utilisait au début, il est conservé, mais il est élargi, il est encore plus fort, entre guillemets, il est encore plus important. En fait, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui est viro-induit, c'est-à-dire induit par un virus. Ce virus, c'est le papillomavirus, dont a priori tout le monde a quand même plutôt déjà entendu parler. Le papillomavirus, c'est un virus. Et comment est-ce que tu l'attrapes ? Sexuel. Voilà. C'est quelque chose qui est sexuellement transmissible, dans le sens où il s'attrape quasi exclusivement par des contacts rapprochés au niveau des zones génitales. Par contre, ce qui est hyper important de comprendre, c'est que ça ne nécessite pas de pénétration. Donc, si on est homosexuel, si on est bisexuel, si on est asexuel, etc., on peut quand même l'attraper et être en contact avec ce virus, parce qu'il est très, 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 très contagieux. Mais il y a des bonnes nouvelles, attendez. L'autre chose qu'il faut comprendre, ça c'est une source d'angoisse pour beaucoup de patientes, c'est que oui, c'est sexuellement transmissible parce que c'est comme ça que ça s'attrape, mais ça ne traduit pas des comportements à risque. Donc moi j'ai plein de patientes qui me disent mais c'est que mon mec m'a trompé, mais c'est que machin, alors que pourtant je suis toujours qu'avec lui et que machin que truc. Non, ça veut pas dire qu'il allait faire n'importe quoi avec n'importe qui. C'est pas du tout la même chose que le VIH, la syphilis, les hépatites, les choses comme ça, qui peuvent, et encore ça c'est à nuancer, mais bref, qui peuvent parfois traduire des comportements qu'on appelle à risque. Ok, donc en fait, l'idée c'est qu'on attrape tous et toutes, on est tous et toutes en contact avec du papillomavirus. On dit le papillomavirus, mais il y a à peu près une centaine de sous-types. Parmi ces sous-types, il y en a qui sont ce qu'on appelle à risque. À risque, ça veut dire à risque de donner, de provoquer un cancer du col de l'utérus. Et il y en a qui ne sont pas à risque, qui sont bénins, qui eux vont plutôt donner ou rien, ou ce qu'on appelle des condylomes, ce sont des petites verrues génitales. D'accord. En gros, l'idée, c'est qu'on a des rapports bien protégés, etc. On rencontre quand même le papillomavirus. À ce moment-là, le virus il va rester au niveau de l'organe génital. Même si tu es protégé, tu peux en fait. Par contact, parce que tu mets pas le préservatif. Exactement. C'est impossible. Voilà. Impossible. Et puis surtout, en fait, le virus est tellement contagieux, tellement petit qu'en fait, le préservatif ne représente pas. Pour ce virus-là, ne me faites pas dire surtout ce que j'ai pas dit. C'est ça que j'ai vu ça. On peut avoir vraiment les rapports les mieux protégés de la Terre, de A à Z à chaque fois, etc. Et quand même rencontrer le papillomavirus. Donc il va être au niveau des organes génitaux externes et aussi à l'intérieur du vagin. L'histoire naturelle, c'est qu'on s'en débarrasse. C'est-à-dire que schématiquement, le corps le reconnaît, il dit qu'est-ce que c'est que ce truc ?
et s'en débarrasse. Voilà. 2 cas de figure possibles. C'est un moment où votre corps il est un peu fatigué. Donc votre corps il peut être un peu fatigué pour tout un tas de raisons. Votre corps il peut être fatigué entre guillemets parce que vous êtes ce qu'on appelle immunodéprimé. Donc ça, il y a certaines pathologies qui peuvent entraîner ça. Il y a le fait de fumer par exemple beaucoup. Ça peut entraîner une fragilité des cellules et puis une difficulté un petit peu plus grande à se débarrasser des virus. Et à ce moment-là, le virus va rester. Ou alors on tombe sur un virus qui est particulièrement agressif et même si nous-mêmes, notre corps se débat super bien, en fait le virus il est agressif. Il va commencer à abîmer un petit peu les cellules du col de l'utérus. Et de façon schématique, il y a 3 stades de cellules abîmées. D'accord. Le stade 1, c'est des cellules qui sont un tout petit peu abîmées. Ça guérit tout seul dans l'immense majorité des cas. Okay. Dans certains cas, ça peut devenir le stade 2. Le stade 2, ça peut encore guérir tout seul, mais c'est déjà un peu plus difficile. Et ça peut devenir le stade 3. Le stade 3, ça peut guérir tout seul, mais c'est plus... Voilà. Et en gros, ça, si on ne fait rien, en 10-15 ans, dans certains cas, ça peut évoluer vers un cancer du col. En 10-15 ans 10-15 ans. C'est une maladie qui évolue de façon lente. Et donc, pourquoi ça, c'est hyper important de l'avoir compris, c'est qu'en fait, nous, notre but, en tant que médecin, en tant que praticien, c'est d'attraper les patientes quand elles sont au stade 1, au stade 2 ou même au stade 3. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le traitement du stade 1, c'est on attend, on surveille, et en gros, de façon schématique, si au bout de 2 ans, le corps n'a pas réussi à guérir tout seul, on se dit bon là on va lui donner un petit coup de main, c'est du laser sur les cellules du col pour aller finalement brûler les petites cellules du col qui sont malades. Donc stade 1. Ouais. Stade 2 et 3, si vous m'avez suivi dans mes explications, les cellules elles sont déjà un petit peu plus abîmées. Donc là, on se dit, bon, on va plutôt avoir envie quand même d'aller directement aider ces cellules-là. Et donc, c'est une petite intervention chirurgicale qui s'appelle une conisation et qui consiste à aller réséquer une toute petite partie, à aller enlever une toute petite partie de l'extérieur du col pour enlever les cellules malades. D'accord. Ça s'appelle pas au laser, c'est... je passe l'explication. Non, mais c'est pas au laser, c'est en fait... Exactement. Exactement. Et ça a 2 buts. Ça a pour but de pouvoir analyser la zone malade pour s'assurer que c'est pas plus embêtant que ce que vous pensez. Et puis ça a pour but d'enlever les cellules malades pour que vraiment, de façon schématique, encore une fois, toute l'énergie du corps puisse être sur réparer, se débarrasser. Si vous avez bien suivi ma petite explication, on traite les cellules, on ne traite pas le virus. On ne sait pas enlever le virus. Ah, et le virus reste quand même dans ton corps. L'histoire naturelle, c'est qu'il s'en va et que ton corps se bat, mais en l'état actuel des connaissances, on ne sait pas enlever le virus. Donc, quand le virus est là, qu'il a des conséquences, on abîme un petit peu les cellules, que le traitement, c'est d'enlever les petites cellules malades, il faut quand même continuer à avoir un suivi régulier, parce que le virus causal est toujours là. Donc, potentiellement, c'est des choses qui peuvent revenir, donc ça nécessite un suivi. Ok, stade 3. Okay. On enlève aussi. Là, c'est la même chose que le stade 2. On enlève la petite zone. Ok. Donc l'important c'est de. En fait, à partir de quel âge. Et ça, c'est une question, si je vais te la poser parce que je l'ai vu là. Pourquoi le frottis du col de l'utérus n'est proposé en France qu'à partir de 25 ans et non pas depuis le premier rapport ? Alors, en gros, les choses elles ont pas mal évolué sur le dépistage du cancer du col. Avant, il n'y avait que le frottis qui existait. Ça a changé il n'y a pas longtemps, donc je vais essayer de faire une explication un peu plus claire. Normalement, on y arrive. Le frottis, ça se fait chez le gynécologue ou la sage-femme ou le médecin traitant. Ça nécessite l'introduction du spéculum, qui est ce petit instrument qui est maintenant le plus souvent en plastique, parfois encore un petit peu en métal, qui nous permet à nous de voir le fond du vagin où se trouve le col de l'utérus. Donc déjà de voir avec nos yeux qu'il n'y a pas quelque chose de suspect, d'anormal, etc. Quel que soit l'aspect du col, le frottis, c'est une petite brossette qui nous permet de ramasser quelques cellules de l'extérieur du col et quelques cellules de l'intérieur du col. C'est un examen qu'on appelle le dépistage, c'est-à-dire que l'idée c'est de prendre des cellules, mais on ne cible pas spécifiquement une zone. C'est un peu comme à la pêche, on prend des cellules et ça part au laboratoire. Et le monsieur du laboratoire nous dit stade 0 tout va bien, stade 1, stade 2 ou stade 3. Ça c'est le frottis. Ça c'est le frottis. Maintenant, les recommandations elles ont un tout petit peu changé. On y reviendra. Et donc il y a un deuxième truc qui existe, c'est le test HPV. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, si voilà. 2 possibilités. Même examen, même déroulé. Ah si. Si, bien sûr. Même examen. Même examen, même déroulé, exactement. Sauf qu'au lieu d'aller regarder est-ce que les petites cellules elles sont malades, on remonte à l'étape d'au-dessus, on regarde est-ce qu'il y a du virus, oui ou non. Parce que s'il n'y a pas de virus, les cellules ne peuvent pas être malades.
Classique. Logique, voilà. Par contre, s'il y a du virus, à ce moment-là, normalement, sur le même prélèvement, donc il n'y a pas besoin de revenir, etc., au laboratoire, ils disent « Ah, je trouve du virus, donc on je vais regarder mes petites cellules. » Exactement. Et en fait, à quoi ça sert ça? Ça sert à espacer la surveillance. D'accord. Avant, le frottis, c'était tous les 3 ans. Okay. Maintenant, à partir de 32 ans, on va revenir dessus pourquoi, c'est plus le frottis qui est recommandé, c'est le test HPV. Ouais. Parce que s'il est négatif, on est tranquille pour 5 ans. 5 ans? Ouais. Parce que, comme j'espère l'avoir fait comprendre, c'est quelque chose ça, qui évolue. Voilà, c'est quelque chose qui évolue super lentement. Donc on se dit si aujourd'hui, le 28 octobre, tu n'as pas le virus, donc test HPV du coup négatif, ouais. Quand bien même tu l'attraperais demain, ça met déjà 10 ans à... dans l'immense majorité des cas tu vas t'en débarrasser, mais quand bien même il reste, ça va pas abîmer tes cellules à moins qu'il reste vraiment plusieurs années. Donc on est, si tu n'as pas de symptômes, qu'il n'y a pas de problème, etc., on est tranquille pour 5 ans. Voilà. Ok, donc en prévention du cancer du col de l'utérus. De façon très schématique. Premier frottis à 25 ans. Donc frottis. Pas après, parce que la question c'était... 25 ans. Okay. Contrôle à 1 an. 1 an. Donc ça fait 26 ans. Et là, test HPV. Non, frottis. Ensuite, frottis 3 ans après. Ok. À 29 ans. J'expliquerai dans 2 secondes pourquoi. Ouais. Si ces 3-là, ils sont normaux, donc 25, 26 et 29 ans. D'accord. 3 ans après le frottis de 29 32, ans. c'est pour ça que d'où le fameux 32. Okay. Test HPV. Ok. Et si lui, il est normal, tous les 5 ans jusqu'à 65 ans. D'accord, ok. Pourquoi on ne fait pas plus tôt? Et pourquoi on fait des frottis? C'est quand même, le son, c'est quand même assez... c'est pas très contraignant. Non. En fait, c'est ça que non, je c'est soulignais, c'est que la prévention n'est pas très contraignante. Ce que je voulais dire et que j'ai complètement oublié de dire, un des énormes avantages du test HPV, c'est qu'il peut être fait en auto-prélèvement. C'est-à-dire que c'est toi. D'accord. Alors, chez toi, ça s'est pas encore hyper développé en France, mais en tout cas, tu peux le faire dans certains laboratoires, chez certains praticiens, c'est toi qui te fais toi-même. Et c'est... Si tu es plus à l'aise, voilà, tu peux le faire toi-même. Exactement. Donc ça, c'est quand même pour toutes les femmes qui seraient pas hyper à l'aise, enfin personne n'est hyper à l'aise, mais qui seraient vraiment pas du tout à l'aise avec l'examen gynécologique, c'est une super option. Et est-ce que tu peux le faire chez l'aide-soignante ou pas? L'aide-soignante. Non, l'aide-soignante, quand je suis désolée. Oui, tu peux tout à fait faire chez la sage-femme. Bien évidemment, tu peux tout à fait faire chez la sage-femme. Et frottis aussi? Et frottis aussi, bien sûr. C'est pas mal aussi. Ah oui, ça c'est vraiment pareil, une pratique courante. Pas obligé du tout d'aller chez le gynéco pour faire ce genre d'examen. Je rappelle, comme c'est important, c'est le sujet de... pourquoi on fait des frottis au début, en fait, de façon schématique? Au début, au moment des premiers rapports, tout le monde se contamine au papillomavirus. Les premiers rapports, c'est en gros à 17 ans en moyenne nationale, donc ça peut être bien avant, ça peut être bien après, voilà, mais en moyenne nationale, c'est 17 ans. L'idée, c'est que si tu fais du test HPV à ce moment-là, en fait, tout le monde va être positif. Donc ça sert à rien de faire un examen s'il est positif chez tout le monde et que derrière, tu dois faire le frottis. Alors que comme le frottis se positive un petit peu plus tard, et pas chez tout le monde, c'est plus pertinent au début d'aller vraiment chercher les patientes chez qui les cellules sont pas abîmées. D'accord. Et pas quasiment toutes celles qui ont du virus, mais chez qui il va rien se passer. Ok. Le 25 ans, c'est calibré par rapport aux 17 ans des premiers rapports et par rapport au temps d'évolution pour que les cellules elles soient un petit peu malades. Bon, c'est pareil, c'est pas gravé dans le marbre. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu as eu tes premiers rapports, j'allais dire super jeune. En tout cas, on va dire à 14 ans, 3 ans avant, peut-être que ça vaut le coup de faire donc 3 ans avant le premier frottis. C'est ça que tu dis? C'est 25 ans le premier frottis. Hein. Ouais, donc 3 ans avant, ça fait 22 ans, ça fait pas 14 ans. Non, je disais ton premier rapport était à 14 ans. Exactement. Et donc, au lieu d'avoir 25 ans, tu fais à 22 ans. J'essaie juste de faire par rapport à la logique. Après ça, il y a des gens très intelligents et qui ont passé des années et qui disent ça, qui ne sont pas d'accord sur le sujet. À titre personnel, qu'est-ce que je fais? J'explique tout ça, toute cette histoire aux patients, de dire que dans l'immense majorité des cas, c'est des lésions qui régressent, que quand on est super jeune, on peut avoir du virus, on peut avoir du virus à risque, on peut avoir des cellules déjà un petit peu abîmées, voire même déjà très abîmées. Et en fait, plus on est jeune, plus ça va guérir tout seul. Ok, donc c'est super rassurant. Exactement. C'est qu'il y a une chance que les cellules... Il y a une forte probabilité pour que ça rentre dans l'ordre, très spontanément. Donc après, c'est une discussion à avoir avec la patiente. Si moi, la patiente, elle me dit, j'ai très bien compris, c'est un truc qui m'angoisse de ouf, je veux savoir où j'en suis, et ben ça peut être tout à fait entendable de le faire. Par contre, le risque, c'est de trouver quelque chose, que ce soit hyper source d'inquiétude, alors que si on n'avait pas regardé et qu'on avait regardé à 25 ans, ça aurait guéri et on ne se serait jamais rendu compte que c'est arrivé et tout le monde s'en serait porté beaucoup mieux. Et donc ça c'est pareil, je profite pour en parler, il y a encore des praticiens qui font tous les ans
les frottis. D'accord. Et moi, j'ai des plein de patients qui me disent ah, comment ça, vous ne faites Ouais. pas, ma gynécologue me disait tous les ans, ouais. non. Et ben j'explique. C'est sûr que plus tu cherches, plus tu trouves, mais tu vas trouver quelque chose qui serait rentré dans l'ordre tout seul, ou en tout cas le fait de le trouver là, Ça amène pas ça amène pas une plus-value thérapeutique Ouais. que de le trouver dans 1 an ou dans 2 ans. Après, si toi, tu l'as toujours fait tous les ans, que tu viens me voir pour la première fois et que c'est important pour toi, je vais pas te dire non, Mais voilà, parce que donc, si c'est quelque chose qui vous stresse, vous pouvez être en demande de le faire. en ayant bien compris tout cet enjeu-là. Et moi, généralement, ce que je propose, c'est que du coup, de le faire cette fois-là, Oui. et puis après, une fois qu'on est rassuré sur cette année-là, de repasser Sur quelque chose sur de quelque chose de plus classique. Voilà. Ok. Donc ça, c'est la prévention. Ouais. Au final. Alors, c'est ce qu'on appelle la prévention secondaire. Enfin, et donc la première, c'est le vaccin. Exactement. Donc, prévention secondaire, c'est en gros, tu as rencontré le facteur de risque et on prévient la survenue de la maladie. Donc, tu as rencontré le papillomavirus et on prévient la survenue du cancer en dépistant ces lésions qui sont précancéreuses. Très important, tout ça, c'est des lésions précancéreuses. Ça n'est pas du cancer du col de l'utérus. Parce que ça, c'est pareil, on a des patients qui viennent nous voir vraiment dans des états de stress. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est quand même autre chose de se dire qu'on a des cellules cancéreuses que voilà. quand on dit qu'on a des lésions. C'est quand même. Voilà, c'est vraiment un du niveau de stade, gravité qui est complètement différent. Donc ça, c'est la prévention secondaire. Prévention primaire, c'est d'empêcher la survenue du facteur de risque. Donc d'empêcher l'infection par papillomavirus. Et ça, c'est assez récent. Et ça, c'est le vaccin. C'est pas si récent que ça, parce que ça date de 2001. Oui, mais ouais, ça fait longtemps quand même. Mais comme on est une nation de sceptiques râleurs, ça met du temps. Le vaccin, c'est super, le vaccin, c'est génial. Le vaccin, c'est une chance immense qu'on a. Enfin, du coup, pas moi parce que j'étais trop vieille, mais que les patients qui sont jeunes maintenant ont. Non, c'est ça que je dis. Nous, on l'avait pas. Nous, on l'avait pas. Et c'est c'est vraiment une chance immense. Donc, si vous êtes vous-même dans les délais, si vous avez des filles ou des nièces, ou Ouais, voilà. c'est quel âge et c'est dans quel. Alors, la recommandation, c'est 11 à 14 ans. Ok. En schéma initial, chez les filles et chez les garçons. Donc, ça, merci enfin les recommandations d'avoir considéré que les gens ont des rapports à 2. Voilà. Donc les garçons sont autant concernés que les filles sur ce vaccin. Voilà, pour 2 raisons. Parce que tout simplement, si le garçon ne se contamine pas, bah en fait, on ne peut pas se le refiler tout ça allègrement. Moi, j'aime pas trop dire c'est le garçon qui transmet, parce que c'est autant le garçon non, après, ça va être ça s'échange. Exactement. Ça se partage. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas que les filles et mais c'est pas que les garçons. Exactement. Vraiment, moins on est à l'avoir, bah, moins on va l'échanger, moins on va le partager. Et puis, chose vraiment très importante à avoir en tête, les garçons aussi peuvent avoir des cancers viraux induits. Donc il y a les cancers de la verge, ça arrive. C'est vrai que c'est pas le plus fréquent et c'est en tout cas beaucoup moins fréquent que les cancers du col. Il y a des cancers au niveau de la marge anale et puis il y a des cancers au niveau de la filière ORL. Donc en fonction des pratiques, en fonction de voilà. C'est Mickaël Douglas qui a vachement vulgarisé ce sujet-là et heureusement parce que c'est nécessaire en fait. Maintenant, je ne connais pas les chiffres par cœur parce que je ne suis pas ORL, mais il y a plus les cancers de la sphère, de la larynx-gorge, etc. sont plus souvent viraux-induits, donc liés à l'HPV, que liés à l'alcool et au tabac, comme c'était le cas avant. D'accord. Voilà, les pratiques changent, la vie des gens change. Voilà, mais donc en tout cas pour les garçons, bah déjà en tant que participation à l'effort collectif de diminution, voilà, et puis aussi parce que eux peuvent, ça peut vraiment prévenir chez eux la survenue de maladies qui sont franchement pas rigolotes du tout, et pour le coup pour lesquelles on n'a pas de frottis de la gorge, on n'a pas, voilà. C'est vrai que la prévention n'est pas la même. Exactement. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper important à avoir en tête. Donc initialement de 11 à 14 ans chez les hommes, enfin chez les garçons ou chez les filles, une dose qu'on appelle M0, donc une dose là et puis une dose 6 mois après. Et ensuite il y a ce qu'on appelle un schéma de rattrapage, donc qui est de 15 à 19 ans. D'accord. Si on n'a jamais eu de rapport ou dans l'année suivante les premiers rapports, donc ça c'est pareil, c'est un truc... Voilà, c'est pas parce qu'on a eu. Alors, déjà, qu'est-ce que son premier rapport, mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est pas parce qu'on a commencé à avoir des pratiques sexuelles qu'il faut se dire ah, du coup, non, c'est trop tard. Non, allez-y, quand même. Et c'est juste là de ces 3 doses. Donc, le premier jour, le 2e mois et le 6e mois. C'est en 3 doses. Ouais, d'accord. Au lieu de 2. Ensuite, chez les enfants qui malheureusement sont immunodéprimés pour des raisons qui peuvent être multiples, on peut commencer à partir de 9 ans. D'accord. Voilà. Et il y a toujours ce truc qui traîne dans les recommandations. Que personnellement, qui est de dire chez les hommes qui ont des relations avec des hommes, on peut vacciner jusqu'à 26 ans. D'accord. Dans l'idée qu'ils peuvent être plus susceptibles de développer des cancers, notamment au niveau de la marge anale. Et que même si on est plus tard, donc en fait l'idée de ça, mais ce n'est pas mon idée à moi, d'accord, c'est de se dire que dans certains cas, les hommes qui ont
Alors là, il y a une sensibilité qui est. Enfin, c'est une comprends. sensibilité de tissu au niveau de la marginale qui est plus grande que par exemple au niveau de la verge. Et que, alors ça ne vient pas de moi, l'entrée en sexualité peut se faire un peu plus tard. Et que du coup, ce temps de contamination-progression, et ben, il est un petit peu décalé, donc ça vaut le coup d'aller jusqu'à 26 ans. D'accord, ok. On va pas discuter du fond de la chose, par contre, on retient que c'est possible jusqu'à 26 ans, dans certains cas. Ok. C'est vrai que là, on fait un focus femme, mais on a aussi beaucoup de clients hommes, et on les aime. Et on les vaccine, HPV, voilà. Et on est non-genré, et c'est important aussi que c'est un discours Et donc, au niveau des hommes, est-ce qu'il y a de la prévention en fait par rapport à ce papillomavirus ou il n'y a pas? Alors, oui, bien sûr, c'est des choses avec lesquelles déjà moi je suis quand même moins familiarisée. Il n'y a pas de recommandation d'aller tous les ans chez le généraliste ou chez l'urologue ou chez le dermatologue pour regarder s'il n'y a pas quelque chose. Pour l'instant, ça c'est des choses qui n'existent pas et il n'y a pas en population générale d'examen de frottis, de tests, des choses comme ça en population générale. Après, on peut rentrer dans des particularités, mais pour l'instant, c'est pas des choses qui ont été mises en place en tout cas. Ça sert à rien de créer un stress par rapport à ça. Non, vraiment ça sert à rien de créer un stress par rapport à ça en tout cas. Ok. Mais vaccinez-vous, vaccinez vos fils, vaccinez vos cousins, vaccinez vos neveux. On va parler maintenant 11-14 ans si je résume. Jusqu'à 19 ans. Jusqu'à 19 ans. Ok, super simple. Et donc c'est vrai, une fois que tu es vacciné, tu n'as même plus besoin. Pris en charge à 65% par l'assurance maladie quand on est dans ce cadre-là. D'accord. Ok, et une fois que tu es vacciné, t'as pas besoin en fait après de faire. T'as quand même besoin. Et oui, t'as quand même besoin. Essayer de mettre la carotte. Non, mais alors la carotte, c'est que du coup, tu vas vraiment avoir de cancer. Donc moi, je trouve que c'est très la carotte. C'est une carotte qui s'autosuffit. Le vaccin, il protège contre les 9 souches de papillomavirus qui sont les plus à risque d'entraîner des cancers. D'accord. Ces 9 souches, elles totalisent quasiment 100% des cancers. D'accord, ok, je comprends. Quasiment. Et puis, on n'est jamais à la... Enfin, voilà. Donc, pour l'instant, les recommandations, c'est de mettre... De toute façon, en France, comme personne n'est vacciné, pour le coup, c'est vraiment pas quelque chose sur lequel on communique, parce que déjà, on n'arrive pas à ce que les gens... Ah là, ça se met pas? Si, mais c'est très doucement. Et du coup, l'idée, c'est aussi de ne pas brouiller les messages et de ne pas commencer à dire si vous êtes vacciné, vous faites plus les frottis, parce que... voilà. Et puis en plus, malheureusement, le vaccin qui est super efficace, faites le vaccin, c'est très important, ne protège pas contre 100% des formes, enfin des virus et donc des risques. Et du coup, c'est quand même important de continuer derrière à faire ce suivi, mais qui, encore une fois, comme j'espère que vous l'avez compris, au final, c'est un examen tous les 5 ans, quoi. Donc, oui, non, vraiment, c'est pas... Chacun a son seuil d'acceptabilité, mais on peut peut-être quand même se dire que c'est pas si terrible, quoi. Complètement. Alors, on va arriver bientôt à la fin, ça fait déjà 1 heure. Bavard. C'est super intéressant. Comment se développe ton cancer de l'utérus? Bon, j'espère que vous avez compris. Juste petit bémol, le cancer de l'utérus, c'est quand même 2 choses. Oui. Le cancer du col de l'utérus et le cancer qu'on appelle de l'endomètre, qui est le tissu à l'intérieur de l'utérus qui donne les règles. Pas du tout la même histoire, pas du tout les mêmes facteurs de risque, pas du tout cette histoire d'HPV, etc. Le cancer de l'endomètre, il y a des formes familiales, il y a des facteurs de risque, etc. Message clé, si vous avez des saignements alors que vous êtes ménopausé, il faut absolument consulter parce que ça c'est un point d'appel pour le cancer de l'endomètre. Donc le cancer de... Ça touche plutôt donc les femmes de plus de... Ouais, c'est un cancer qui survient un petit peu plus tard. Et voilà, en cas de survenue de saignement après la ménopause, pas de panique, ça ne veut pas dire que vous avez un cancer de l'endomètre. Oui, par contre, il faut aller voir votre médecin généraliste, votre sage-femme, votre gynécologue pour faire les examens qui vont nous permettre de nous assurer que c'est pas ça. D'accord. Voilà. Ok. Oui, c'est vrai que j'ai parfois, je pense en communication, j'ai raccourci col de l'utérus avec utérus. Donc désolée. Il y a aussi des cancers du corps de l'utérus, mais là on rentre vraiment dans des choses beaucoup plus techniques, donc je vous épargne ce sujet. Le cancer du col, c'est le cancer du col. Hyper important, dernier message, je suis désolée, je suis pas là. C'est pas quelque chose, j'espère que vous l'avez compris, de familial. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de patientes qui me disent ah oui, dans ma famille on est très à risque de cancer, ma mère a eu un cancer du col. Facteur à risque. Le cancer du col, il est lié au virus. Oui. Ce n'est pas familial. Donc si malheureusement dans votre famille proche il y a quelqu'un qui c'est arrivé, vous n'êtes pas plus à risque. Exactement, donc c'est pas du tout comme le cancer du sein. Voilà. Où là, il faut regarder en fait la famille à premier degré. Exactement. Donc le premier degré, c'est parents, enfants, frères et sœurs. Et alors, donc là, c'est plutôt en fait un suivi par rapport en fait à la rencontre d'un virus.
que vous allez rencontrer en fait. Vous avez déjà rencontré, enfin. Oui, exactement. Pardon, que vous allez, ouais. non mais que dans le passé, dans le futur, et que. Et c'est comme ça. Exactement. Et que votre corps, en fait, a énormément de chance de bien le combattre tolérer et de s'en débarrasser avant qu'il se passe quoi que ce soit de grave. Donc cancer du sein, il faut vraiment prévention le faire tous les ans. Chez donc 3 personnes, j'essaie de résumer, gynéco, sage-femme, médecin traitant. Au niveau du cancer du col de l'utérus, donc là c'est un peu différent, ça s'espace avec le temps. Donc c'est pareil, c'est même 3 personnes, 29 ans, 32 ans et après tous les 5 ans. Pourquoi on fait jusqu'à 65 ans? Parce que ça aussi j'ai des personnes qui me disent mais alors ça veut dire quoi, je suis trop vieille, on s'en fiche si je meurs d'un cancer, etc. Bien évidemment pas du tout, c'est comme j'espère que vous l'avez compris, comme c'est quelque chose qui évolue super lentement, on se dit bah si à 65 ans il ne s'est jamais rien passé, que vous n'avez jamais rencontré le virus, que vraiment tout va bien, bah en fait derrière il va rien se passer, donc voilà, on peut oublier ce risque-là. Parce que donc, ce qui est hyper important, si vous avez des questions, surtout profitez-en parce qu'on va bientôt arrêter le live. Cancer du sein, ça peut évoluer plus ou moins vite, donc ça demande vraiment un suivi annuel. Après, pas de stress, si vous loupez, vous l'avez loupé, surtout que ce soit pas quelque chose qui vous empêche d'y retourner. Voilà. Par contre, cancer du col de l'utérus, ça prend des années, donc 10 ans, c'est ça que tu m'as dit. En moyenne, parce que c'est des moyennes. C'est un processus à évolution lente. Mais donc c'est beaucoup plus lent, donc un peu moins de stress. Ça si n'empêche quand même. Tout ça, je me permets de rappeler, on parle de dépistage. Le principe du dépistage, c'est chez les gens qui n'ont pas de symptômes. Oui. D'accord. Dépistage, c'est on va trouver quelque chose quand on n'a aucun symptôme. Bien évidemment, si vous avez des saignements anormaux, notamment après les rapports, si vous avez des douleurs, voilà, il faut aller consulter, même si vous avez fait un frottis normal. Voilà. Tout ça, on parle population à risque moyen, asymptomatique. On va peut-être faire ça, c'est la dernière question. C'est quels sont les symptômes donc pour les 2 cancers dont on a parlé, cancer du sein et cancer du col de l'utérus, où il faut s'alerter et aller voir une des 3 personnes dont on a parlé. Au niveau des seins, c'est de palper une boule, donc une boule, un nodule c'est pareil, de voir une anomalie au niveau de la peau, d'avoir au niveau du mamelon, de voir que soudainement le mamelon se rétracte, qu'il y a un écoulement qui est bizarre, de voir que la peau elle n'est pas comme d'habitude. Et la douleur, alors si vous avez mal au niveau des 2 seins, dans ce qu'on appelle les cadrans supérieurs externes et que c'est avant vos règles, on peut se détendre. Voilà. C'est pas un cancer synchrone bilatéral des 2 seins. Voilà. Par contre, effectivement, c'est vrai que l'apparition d'une douleur plutôt unilatérale, plutôt que vous n'aviez pas avant et tout, ça vaut le coup quand même d'aller vérifier. Généralement, on fait une échographie histoire de s'assurer que c'est rien, et généralement, c'est rien. Mais voilà, ça, c'est les principaux points d'appel. Pour le cancer du col de l'utérus, le principal point d'appel, ça va être des saignements inhabituels, et donc notamment les saignements après les rapports. Pas de panique, si vous avez des saignements après les rapports, ça ne veut pas dire que vous avez une forme gravissime de cancer du col. Par contre, c'est pas tout à fait normal, donc ça vaut le coup d'aller consulter un praticien qui va déjà regarder à l'œil nu, qui va faire les prélèvements adaptés et qui va pouvoir cibler la prise en charge pour s'assurer que tout va bien. Ok, pas d'autres. C'est dans les formes accessibles à la prévention, c'est les choses, les symptômes principaux. Ok, super clair. Toute dernière question, mais c'est juste pour rappeler que en fait, du 25 octobre au 7 novembre, on reverse 20% de nos ventes à la Maison des Femmes et qu'on fait 7 ateliers aussi dans le cadre de cette action. Et que Tiffaine, tu es gynécologue à la Maison des Femmes. Voilà. Tout à fait. Donc moi je travaille à mi-temps entre la Maison des Femmes de Saint-Denis, qui est vraiment une structure pionnière qui a été créée en 2016 par le docteur Athènes, qui intervient. Ouais, exactement. Elle intervient le 4 novembre. Voilà. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est par email ou par messagerie. Elle va intervenir sur le sujet des violences faites aux femmes. Voilà. Et donc elle a créé en 2016 une structure qui est vraiment pionnière, qui avait pour but d'essayer de proposer sur un même lieu un accompagnement à la fois pluriprofessionnel et surtout personnalisé de patientes en situation de vulnérabilité et qui avaient ou qui subissent actuellement des violences. À la Maison des Femmes de Saint-Denis, il y a 3 unités. Il y a une unité qui est un centre de santé sexuelle, donc c'est ce qu'on appelait avant le planning familial, on peut toujours appeler le planning familial, qui est concrètement un lieu où on accueille les femmes en situation de précarité, mais pas du tout que, et pour toutes les questions autour de la santé sexuelle, de la gynécologie, de la contraception, des infections sexuellement transmissibles, et puis les patients en demande d'interruption de grossesse aussi sont reçus là-bas. Ensuite, il y a une unité qui est consacrée à l'accompagnement des patientes qui subissent ou qui ont subi des situations de violence,
quelle que soit la situation, qu'elle soit passée, qu'elle soit présente, quelle que soit la gravité, c'est évalué bien sûr, mais voilà. Et donc là, ils ont un praticien qui devient le référent, le coordinateur du parcours. Et l'idée, c'est de coordonner à la fois des consultations individuelles, donc en fonction des besoins, ça peut être avec un généraliste, avec un gynécologue, avec un psychologue, avec un psychiatre, avec une assistante sociale, avec une juriste, avec quelqu'un qui va aider pour faire les papiers, les administrations, etc. Il y a une possibilité de dépôt de plainte sur place, donc ça c'est vraiment génial. J'en oublie sûrement parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens fabuleux qui travaillent là-bas. Mais c'est un lieu unique qui regroupe en fait tous les besoins d'une personne victime de violence. Exactement, et ajouter à ça, il y a toute la partie atelier thérapeutique, donc qui est vraiment fondamentale, donc, notamment que Clémentine Louise anime. Et donc ça va être du yoga, de la danse, du théâtre, ça va être un atelier jardinage, il y a un potager, des choses comme ça. Et c'est pas. C'est karaté, je crois. Il y a karaté, il y a pareil, il y a tellement de choses que. Excusez-moi ceux que j'oublie. L'idée, c'est que ça fait vraiment pour nous partie du soin. C'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, quand on se sent mieux, et ben en fait, on prend mieux soin de soi et on est en meilleure santé. Donc, nous, c'est vraiment c'est ça qui était une idée absolument pionnière, c'était de se dire que, en fait, quand on est victime de violence, au final, on est en mauvaise santé. Ou parce que la violence, c'est des coups, c'est un impact direct. Mais ou parce que comme on est victime de violence, on a une mauvaise estime de soi, on est chez soi, on ne peut plus sortir, etc. Et que du coup, on ne fait pas les différents examens, on ne va pas voir les différents praticiens. Et voilà, donc la dernière unité à la Maison des Femmes de Saint-Denis, c'est une unité qui accompagne les femmes qui ont subi des mutilations génitales et qui souhaitent un accompagnement. Donc ça peut être un accompagnement par un psychologue, par un sexologue, et puis dans certains cas, une prise en charge chirurgicale peut être proposée. C'est pareil aussi, des groupes de parole autour de ça, etc. Voilà, en gros, c'est les trois unités de la Maison des Femmes. Ok, merci merci Tiffany, ça m'a vraiment fait plaisir de partager ce moment avec toi. J'espère que vous avez appris plein de choses, qu'on a pu répondre à vos questions. Surtout, retrouvez-nous le 4 novembre donc avec Rada Atem à 12h30 et à 19h30 avec Sandrine Pégan qui est avocate pénaliste qui aide donc les victimes mais du côté justice. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire, à nous poser vos questions aussi en avance si vous en avez et on vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup.